Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais parler je vais faire une sorte d'autobiographie climatisée, je vais appeler ça. Je vais présenter finalement les choses qui m'ont marqué intellectuellement dans mon parcours. La première chose, c'est un livre de Hegel, Le système des arts. En fait, j'avais un ami à Paris qui était étudiant en philosophie, et je suis tombé sur ce livre dans lequel il y a un chapitre sur l'architecture. Et ce qui était intéressant, c'est que Hegel situait l'architecture comme l'art le plus pauvre pour exprimer les idées, enfin, en disant que c'était l'art le plus mauvais, le plus nul, si on veut, parce qu'il mettait dans l'équation en fait la question matérielle en disant que finalement, plus on se détachait de la matière, plus c'était beau, plus on accédait à l'esprit pur. Et donc tout en haut, il mettait la poésie et la musique, et puis en dessous, la peinture, la sculpture et l'architecture. Et en disant que l'architecture, c'est l'art le plus mauvais parce que conditionné par la pluie, par la pesanteur, et que finalement, quand on fait un mur, si le mur il est droit, c'est pas parce que l'architecte l'a décidé, c'est parce que c'est la gravité qui l'a décidé. Ou s'il y a un toit, c'est parce que c'est la pluie qui a décidé. Donc finalement, ça m'a marqué. Et je dois dire que tout part de là, c'est-à-dire que plutôt de se dire, je vais faire une architecture qui s'échappe de la matière, au contraire, je vais faire une architecture qui accepte d'être au plus bas niveau des conditions matérielles. Alors ça s'est mis en résonance avec un texte de Germano Celant sur l'arte povera euh, qui était assez populaire à ce moment-là. Et sur l'arte povera, Germano Celant disait l'opération esthétique ne provient pas du haut, mais du bas. Et donc l'idée que chez les artistes d'arte povera, effectivement, c'était finalement l'artiste était là, mais il travaillait avec la matière, et la matière était tout aussi importante que l'artiste lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une décision de l'artiste de dire que les choses doivent être comme ça, mais que finalement la pesanteur, le pourrissement d'une salade ou le fait qu'un tissu tombe, si on le met comme ça, enfin les formes que ça prend, c'est aussi un peu l'idée d'antiforme de Robert Morris, finalement, que la matière a une réalité en soi et qu'en tant qu'architecte, on travaille avec ça. Ensuite, un livre qui a été très important pour moi, Le Jardin en mouvement de Gilles Clément. Et je dirais que de la même manière, parce qu'on peut relier tout ça ensemble, en fait, Gilles Clément disait que de la même manière, en fait, le paysagiste, il va pas décider tout seul, mais il va laisser la pluie, il va laisser le végétal faire le jardin, qu'il va y avoir une taupe qui va déplacer des choses, enfin des éléments qui sont pas contrôlés par le designer, par l'architecte, qui vont participer au dessin du jardin. Et donc finalement, voilà, la taupe, les oiseaux, les abeilles, la dynamique des plantes elles-mêmes va être autant l'auteur du jardin que le paysagiste. Donc c'est de la même manière, c'est de prendre en compte la question matérielle, la question biologique, physiologique, chimique, comme ça, physique, dans la compréhension des choses, et se dire qu'en tant qu'architecte, eh ben on travaille avec tout ça. Ensuite, un livre, enfin un auteur qui a été aussi très important pour moi, Alain Robbe-Grillet, et notamment dans ce livre qui est très intéressant pour un nouveau roman. Alors là, ce qui était intéressant, c'est en fait, c'était aussi à un moment donné la matérialité de l'écriture qui décidait finalement de la forme du roman. Et lui parlait de forme et de fond en disant que finalement, ce qui était important en littérature, c'était la forme et non pas le fond. C'est-à-dire que l'histoire policière était inintéressante. Par contre, c'était la forme qui finalement était plus importante que le fond et souvent masquait des choses qui étaient cachées dans le fond. Alors pour donner un exemple, le livre peut-être qui est à la fin parce que les livres qui sont intéressants de Robbe-Grillet s'arrêtent, on pourrait dire, avec le livre qui s'appelle Dans le labyrinthe. Donc ça commence avec le voyeur, la jalousie, et puis il y a Dans le labyrinthe. Et dans le labyrinthe, en fait, c'est l'histoire d'un soldat qui se promène en hiver dans une rue, dans un village, donc il est tout seul, il a un baquet sous les bras, et on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Et en réalité, on avance dans le livre à l'aveuglette, c'est-à-dire on lit
du début à gauche, enfin on va à droite comme ça, et puis on passe, et finalement l'histoire du soldat est la même histoire que le lecteur qui passe de ligne en ligne et qui est perdu dans le livre, quoi. Donc on se perd dans le roman de la même manière que le soldat se perd dans la ville, et finalement les choses se répètent, en fait les mêmes phrases se répètent et on est complètement perdu. Enfin, c'est totalement fascinant parce que c'est finalement le médium même, l'écriture, les modes de lecture et d'impression sur la page comme ça qui donne finalement l'histoire. Ensuite, j'ai deux petits morceaux de musique qui sont intéressants. Un premier de Webern. Alors je mets ça comme ça. Alors ce qui était aussi assez important pour moi, c'est qu'il y avait cette idée qui vient de Debussy, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait plus de la musique avec des notes, mais on fait de la musique avec des tons ou des tonalités. C'est-à-dire que quand on écoute cette musique, au niveau des notes, des mélodies, elle dit rien, elle est complètement incompréhensible. Mais par contre, c'est que des mélodies de timbre, en fait, ce qu'ils appellent des mélodies. Donc en fait, il y a ce glissement de se dire, bon, je ne vais plus m'intéresser aux notes, à la mélodie des notes, mais à des mélodies de timbre. Un peu de la même manière que dans mon travail, peut-être à un moment donné, je me suis dit, je ne vais plus m'intéresser aux mélodies d'image ou aux mélodies du visible, mais plutôt aux mélodies de température ou d'humidité de l'air ou des choses comme ça. Ensuite, un autre compositeur qui a été important, Ligeti, avec par exemple ce morceau Atmosphère, qui, lui, travaillait sur l'idée de micropolyphonie et de densité, c'est-à-dire qu'il y a un moment de l'idée que je ne sais pas si ça part, mais que finalement la musique c'est des ondes qui déforment physiquement l'air, c'est-à-dire que l'air n'est pas neutre, c'est des vibrations comme ça, et finalement il remplit tout l'espace de ces vibrations. Et il y a une idée de musique statique, il parle aussi de musique statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution dans la musique, il n'y a pas le début de la musique, la mélodie et la fin, c'est une espèce de son qui met en vibration l'air et on vient habiter la musique comme si finalement c'est l'air qui est designé par le musicien. Ensuite, Gérard Griset, que j'ai découvert aussi à travers aussi les écrits de Gérard Griset qui ont été publiés par Guy Lelon. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a inventé cette idée de musique spectrale où, de la même manière, ils se mettent à analyser le spectre de la musique et à faire une musique qui est aussi liée au spectre comme ça. Donc c'est si on veut, une autre manière de penser les choses. Ensuite, à la fin des années 90, ce livre de Jared Diamond qui s'appelle De l'inégalité parmi les sociétés, qui a été aussi très moteur pour moi, dans lequel, en fait, Jared Diamond reprend finalement des principes en fait, qui avaient été aussi émis dans les années 70, quand il y avait eu la crise climatique, enfin la crise écologique des années 70, en fait, comme quoi finalement les virus, par exemple, participent à l'histoire humaine peut-être plus que les humains. On sait que en réalité, le fait que les Espagnols aient envahi et vaincu les Aztèques et pas les Aztèques qui aient vaincu les Espagnols, c'est à cause des virus, enfin, à cause des bactéries, c'est-à-dire qui ont tué des millions d'Aztèques. Et donc, finalement, ça fait baisser un peu cette vision humaniste, si on veut, de penser que c'est des idées humaines qui mènent le monde. En réalité, on s'aperçoit que ici, par exemple, c'était des virus qui ont décidé du sort de l'histoire et non pas des humains qui avaient des projets. Donc ça, c'est aussi intéressant et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les questions climatiques, c'est-à-dire qu'il y a un retour des questions matérielles qui font qu'on s'aperçoit on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et puis, j'ai découvert ça plus récemment avec l'exposition que j'ai faite au pavillon de l'Arsenal, Histoire naturelle de l'architecture en 2020, un livre qui va ressortir en poche bientôt, qui est épuisé. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand j'étais étudiant dans la période postmoderne, en Palladio, on en parlait, enfin c'était très ésotérique, très abstrait, très étrange, on ne comprenait pas très bien les raisons de cette question
de l'architecture. Et finalement, quand on relit les 4 livres de l'architecture, on s'aperçoit que la Villa Rotonda, qui est une sorte de chef-d'œuvre dont on parlait seulement de la géométrie parfaite, il y avait un corps humain avec un carré, on ne comprenait rien, mais on devait faire semblant de comprendre de quoi ça parlait. Et finalement, quand on lit Palladio, on s'aperçoit qu'il dessine ce bâtiment comme une machine climatique, c'est-à-dire qu'il explique qu'il faut aligner toutes les fenêtres et les portes pour que le vent traverse et ventile. Il met des chambres, il dit, en fait, pourquoi il y a 4 côtés par rapport au rond? Parce qu'il y a l'été où on est au nord, et il y a l'hiver où on se met au sud pour profiter du soleil, et le matin on se met à l'est, et l'après-midi à l'ouest. Donc, en réalité, la maison est composée par rapport à des questions climatique, et la coupe encore plus avec la sala au centre. Par convection, l'air monte, donc l'air chaud est évacué quand il fait trop chaud, et puis il fait venir, comme un puits canadien, il fait venir l'air froid dans les sous-sols. Il construit cette cave, parfois ça utilisait des ventiducts romains, d'anciennes carrières. L'air arrive au milieu, il y a une grille, il sort par là et puis il rafraîchit toute la maison, et puis l'air chaud est évacué. Et c'est aussi la raison des coupoles, hein, on a complètement oublié ça, mais toutes les coupoles étaient liées à l'expulsion de l'air chaud. Dans le Panthéon de Rome, il y a un trou en haut du dôme pour évacuer l'air chaud, pour qu'on ait froid en bas. Donc c'est toutes des raisons matérielles qui reviennent et qu'on avait oubliées. Plus récemment, j'ai fait un doctorat en 2017 parce que je suis enseignant, professeur à l'école d'architecture de Versailles, et le ministère de la Culture nous a encouragés en tant que enseignant titulaire à faire des doctorats, à faire des thèses. Et donc je me suis un peu lancé par hasard. J'ai commencé ce doctorat en le prenant très à la légère au départ, et puis finalement ça m'a passionné. Et c'est donc devenu l'histoire naturelle de l'architecture. Et j'avais Bruno Latour comme président de mon jury, qui m'a dit qu'en réalité j'étais très marxiste, j'avais une vision très marxiste du monde. Et je n'avais jamais lu Marx. Et donc depuis, je lis tout Marx, Engels, Lénine, Mao, et toutes les choses très obscures et très des livres des années 60. Donc je suis un Lénine aussi. Et donc finalement, j'ai retrouvé cette question du matérialiste dialectique, matérialiste historique. Alors, peut-être pour l'expliquer très simplement, hein, en fait, ce que dit Marx, c'est que c'est les conditions matérielles, donc orographiques, comme il dit, de la quantité d'eau, la quantité le géographique, climatique, et énergétique, qui donnent le type de société. Alors, par exemple, Marx dit que sans les machines et sans le charbon, on n'aurait jamais pu abolir l'esclavage. Et puis Engels dit que sans l'agriculture, on n'aurait jamais aboli l'anthropophagie. Donc en fait, il place les formes idéologiques, les formes structurelles, les idées politiques, esthétiques, juridiques et morales liées aux conditions matérielles, et que ces conditions morales vont changer en fonction des conditions matérielles. C'est pour ça qu'il s'oppose à l'idée idéaliste en disant c'est pas en changeant d'idée qu'on va changer le monde, c'est en changeant les conditions matérielles. C'est pour ça que c'est dialectique, parce que ça revient, contrairement à l'ancien matérialiste, qui était un matérialiste qui partait d'en bas et qui était uniquement comme ça. Lui, on peut revenir pour ça. C'est pour ça que que ça soit Staline ou Mao, ils ont développé l'industrie, l'agriculture pour transformer ces infrastructures. Alors, ce qu'ils avaient oublié à un moment donné, c'est qu'il y a toujours la question naturelle, si on veut. C'est-à-dire que c'est pas finalement, il y a toujours un orage, une sécheresse ou quelque chose qui peut ruiner finalement ça et puis retransformer la chose. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant, parce que finalement, en architecture, on se dit les formes architecturales sont aussi liées aux questions matérielles, comme ça. C'est-à-dire que donc, par rapport à ça, si on voit historiquement ce qui s'est passé, c'est qu'on peut dire que le pétrole, les énergies fossiles ont supprimé la question infrastructurelle. C'est-à-dire que finalement, on avait tellement d'énergie qu'on n'avait plus besoin de se soucier de ce qui se passait en bas, quoi. Finalement, c'est ce qui s'est passé entre 1950 et on pourrait dire 2019. On est arrivé dans ce qu'on a appelé le structuralisme ou le post-structuralisme, c'est-à-dire que c'est plus que des idées idéologiques qui fonctionnaient. Ensuite, il y a cette crise écologique qui font revenir la question matérielle, l'infrastructure finalement qui revient. Les réponses à ça, c'est des réponses
qu'on pourrait dire de politique de la nature, se dire bon bah on va faire redescendre la superstructure sur l'infrastructure en travaillant en disant qu'il faut donner des droits aux animaux, donner des droits aux éléments. En même temps, on peut se dire que est-ce qu'on a vraiment raison d'étendre la superstructure à l'infrastructure? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se dire qu'il faudrait plutôt imaginer une fusitique de la culture? Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, en tant qu'architectes, tout le monde aimait le béton il y a 10 ans et aujourd'hui tout le monde aime le bois. Et on se dit qui a décidé ça? C'est aucun de nous tous, c'est le CO2 qui décide à notre place, quoi, qui fait que tout d'un coup on aime ce type de bâtiment. Et donc c'est plutôt une fusitique de la culture, nos idées culturelles se transforment en fonction des conditions matérielles. Et j'ai terminé là. Merci. Merci pour cette présentation qui nous a amené dans le monde des idées, un monde de l'immatérialité. J'aimerais, pendant ces 10 minutes, qu'on aille vers celui de la matérialité. D'abord, j'aimerais qu'on évoque peut-être quelques souvenirs immatériels, bien évidemment. Pourquoi tu es devenu architecte? Alors, je suis devenu architecte totalement par hasard, parce que après mon bac, je me suis inscrit en HEC en Suisse et puis finalement aussi en architecture. Et donc au dernier moment, au mois de septembre, je me suis dit bon, je vais plutôt en architecture. Mais je connaissais rien, je croyais que Le Corbusier c'était un architecte romain. Donc je connaissais vaguement le nom, mais... Et après la première année d'architecture, c'était toujours évident ou pas Alors la première année d'architecture, je comprenais rien. Et la deuxième et la deuxième année d'architecture, je comprenais toujours rien, mais à un moment donné, je me suis dit que j'allais écouter le professeur. Et donc, j'ai appris énormément et je suis devenu passionné à ce moment-là. D'accord. Ton diplôme portait sur quoi? Pardon? Ton diplôme portait sur quoi? C'était un cimetière sur l'île Seguin. Pourquoi un cimetière? En fait, je sais pas. Je peux pas vraiment... Tu as perdu ce goût pour la mort et l'espace de la mort? Je sais pas. Il y avait l'idée parce que en fait, j'avais passé une partie de mon enfance en banlieue ouest. Donc je passais devant l'île Seguin. Il y avait cet abandon de l'île Seguin. Et peut-être il y avait juste une espèce de connexion île des Morts de l'île Seguin. Oui, voilà. Mais... T'as une bonne note? Ouais, pas trop mal. Ouais, bon, tant mieux. J'ai fait ça avec Miroslav Schick. Donc ça, c'est une chose assez intéressante. Miroslav Schick, c'était un professeur à Zurich, qui était à l'époque l'assistant de Fabio Reinhardt, qui était les assistants de Aldo Rossi. C'était la même génération que Herzog et de Meuron ou d'autres comme ça. J'ai une petite question assez intime. Tu peux y répondre de manière détournée. Est-ce que tu peux décrire ton lieu de vie? Alors, c'est un peu compliqué en ce moment. Bon, alors le lieu de vie habituel, on va dire. J'ai vécu dans un appartement dans le Marais à Paris et qui est très agréable parce qu'il donne de trois côtés déjà. Donc il y a la lumière des trois côtés qui permet à la fois la ventilation et puis aussi de voir le soleil à différents moments. Et puis il est sur 2 niveaux aussi avec un peu de différence de chaleur. Est-ce que ce lieu a pu avoir une influence sur ta manière de penser et de faire de l'architecture? Alors je dirais que pas ce lieu-là, oui peut-être pas ce lieu-là, mais par contre une maison de famille qu'on a en Suisse, qui a eu en fait plus j'avance, qui est une très vieille maison du XVIIIe siècle. Et plus j'avance, plus je vois qu'en fait elle répond parfaitement à des problèmes architecturaux, climatiques importants. C'est-à-dire au début, ça me semblait juste une maison, mais finalement, elle a une treille sur la façade, il y a des arbres plantés pour lui donner de l'ombre, il y a toutes sortes de dispositifs finalement d'avant les énergies fossiles qui sont très intéressantes. Est-ce que tu te laisses dominer par les technologies? Non. Par contre, je pense que les technologies nous dominent d'une certaine manière. C'est-à-dire que je pense que réellement, enfin, j'ai un peu
que ça soit un peu mid-journée ou ChatGPT. Là, j'ai passé une journée, en discutant avec ChatGPT, Bah, c'était ma prochaine question. et c'était très intéressant parce que en réalité, c'était une question sur des questions entre fascisme, Jean-Paul Sartre, l'existentialisme, structuralisme, des choses comme ça. En fait, je me disais qu'il n'y avait pas grand monde, je connaissais personne qui pouvait répondre à mes questions. Et donc, j'ai commencé à discuter de ce sujet avec ChatGPT, qui répondait de manière assez générale au début, mais en précisant dans la conversation, en fait, j'ai eu une vraie conversation presque avec un ami. Ah, c'est formidable parce que moi je lui ai demandé des trucs, il m'a répondu toujours à côté de la plaque. C'est C'était assez- ChatGPT 3, la version 3 est très mauvaise. Ah, d'accord, c'est- bon, c'est le bon truc. T'aimes bien les gadgets? Non, Non. Est-ce que tu es fétichiste? Alors, dans le sens où on accorde de la valeur aux objets, tu as mis une citation de Rob Grillet qui disait que les objets perdent leur faux mystère. Euh, Euh, non, enfin, j'aime bien les livres. Ouais, j'aime bien les livres. alors, quel livre tu Bah, prendrais je sais pas, avec par toi? exemple, les livres de Rob Grillet ou comme ça, c'est vrai, j'ai les éditions originales comme ça, enfin que j'ai aussi. Tu collectionnes rien? Non, Non. non, Pas une âme de collectionneur? non, T'as même pas non, collectionné pas des du tout. timbres à un Non, moment? Oh, non, pas du tout. Non. Quelles sont tes passions? Je dirais que j'ai une passion en ce moment pour la Tunisie et pour l'Afrique du Nord, en fait, parce que je trouve qu'il y a finalement, comme il y a ce changement climatique, il y a ce mouvement, on dit de 600 kilomètres, hein, il y a tout un changement climatique qui remonte, donc finalement, la France devient l'Algérie, donc c'est ce climat-là sur lequel on doit travailler aujourd'hui. Et donc, ça m'intéresse d'aller là-bas et de finalement découvrir les solutions qui vont être celles qui vont être adaptées en Europe prochainement. Enfin, c'est ce qu'on dit, par exemple, à Genève. Le maire de Genève disait que maintenant, il fallait travailler à Genève comme si on était dans les Pouilles. Enfin, il ne faut plus penser qu'on est dans les montagnes, dans les Alpes, mais il faut faire une architecture comme dans les Pouilles, parce qu'il fait trop chaud, enfin, parce que le climat va monter. Donc, je trouve que toutes les solutions d'Afrique du Nord sont à importer, si on veut, en Europe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu découvres actuellement en Tunisie sur ces Non, sujets-là? en Tunisie, on a gagné un concours avec un bureau mexicain qui s'appelle Locus. Enfin, pas gagné, on n'a pas gagné, on a eu le 4e prix pour le musée de Carthage. D'accord. Et est-ce que l'archéologie aussi peut avoir un rôle dans cette... L'archéologie, enfin, j'ai lu beaucoup de livres d'archéologie pour l'histoire naturelle de l'architecture, sur l'histoire des maisons, enfin sur donc sur toute là aussi Babylone, enfin toute le croissant fertile. Donc je pense que c'est aussi intéressant de voir les solutions anciennes parce que c'est aussi pour trouver des solutions sans énergie fossile pour répondre aux problèmes actuels. Donc de comprendre comment fonctionnaient les maisons. Une chose qui m'a assez intéressé, par exemple, Nicolas parlait du Japon. Le Japon, effectivement, les maisons traditionnelles étaient absolument pas chauffées. Il y avait le vent froid, on crevait de froid. Mais c'était les kimonos qui servaient à ça, qui servaient à avoir chaud. En fait, on était comme si on habitait dehors. Et la même chose, des premières maisons européennes étaient plutôt des maisons pour protéger le feu que les humains, quoi. C'était plus pour mettre à l'abri, pour pas qu'il pleuve sur le feu qui brûlait, plutôt que de protéger les humains. Si on s'éloigne de l'architecture, parce qu'on parle beaucoup d'architecture, est-ce qu'il y a des sujets qui t'obsèdent ou des questions qui t'obsèdent? Je dirais que la question climatique, en fait, m'obsède depuis longtemps. Et en fait, j'ai essayé de la voir aussi à différents niveaux parce qu'il y avait personne sur le sujet, par exemple en littérature, personne dans le cinéma ou comme ça. Donc, finalement, on a créé un espèce de mouvement de recherche avec Dominique Thomas, qui est le chair à UCLA des French Studies, et puis Jean-Max Collard du Centre Pompidou, sur qu'on a appelé climatisisme, était de voir de quelle manière le climat influence la littérature, et notamment en relisant L'étranger de Camus, où on s'aperçoit finalement que dans L'étranger de Camus, tout est déterminé par le soleil, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il est étranger à lui-même, c'est parce qu'il subit plus les conditions climatiques que sa
propre histoire humaine. C'est-à-dire que s'il a pas d'émotion à l'enterrement de sa mère, c'est qu'il a un problème, il a trop chaud, quoi. Et donc, c'est très intéressant de relire ce livre parce qu'en fait, finalement, on comprend, parce que je dirais que durant la deuxième partie du XXe siècle, on a minimisé le rôle comme ça des conditions matérielles. On a cru qu'on était plus que idéologique et spirituel et politique, et finalement, on s'aperçoit que tout ça revient et qu'on redevient matériel. Donc ça, j'ai un peu des passions pour ça. Ou alors aussi dans le cinéma, par exemple, on va en refaire prochainement, une séance de présentation de films. Et il y a le film de Spike Lee, Do the Right Thing. C'est un film absolument extraordinaire à voir, qui date de la fin des années 80, mais qui parle déjà du réchauffement climatique ou des choses comme ça. Et en dehors du climat, est-ce qu'il y a... Je dois dire, je suis assez très Ah oui. obsessionnel. Ouais, j'ai pas de, j'ai pas, non, j'ai comme je suis dans mes intérêts, je suis totalement monomaniaque, quoi. C'est-à-dire, j'ai lu depuis 3 ans, 4 ans, là, je lis que Marx, Engels, Lénine. Je lis pas Jusqu'à grand-chose. épuiser le Ouais, sujet? jusqu'à trouver vraiment des livres obscurs, des éditions très obscures, ou même des trucs. Il y avait pas mal de choses dans les années 70, 80, comme ça. Même là récemment, à la mort de Philippe Solers, j'ai lu un livre qu'il a écrit sur le matérialisme en 73. Et donc, voilà, Ça fait 10 minutes, 15 secondes. C'est parfait. Merci. Merci.